hein. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues, c'est un honneur et un plaisir de vous accueillir à l'Université Paris 13 pour cette seconde journée consacrée aux femmes dans le monde académique. S'il est bien connu qu'en population générale, dans les pays de l'OCDE, les femmes à niveau de diplôme égal sont moins recrutées et moins payées que les hommes, on sait moins qu'elles sont aussi victimes d'inégalités dans le monde académique. Elles représentent en effet 50% du corps des maîtres de conférences, mais seulement 20% de celui des professeurs. Toutes disciplines confondues, bien entendu. Elles étaient également moins présentes dans les conseils centraux jusqu'à ce que la loi impose la parité dans les candidatures. Elles sont encore peu nombreuses dans les équipes dirigeantes des universités, même si leur nombre y est en augmentation. Dans ce domaine comme dans d'autres, l'Université Paris 13 a ouvert la voie, comme en témoignent nos collègues ici présentes, Ariane Desportes, Jacqueline Vauzeil et Martine Raphaël, dont je suis aujourd'hui un peu l'héritière. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Et je cède la parole à une autre femme, directrice de l'Institut Galilée, Françoise Dibos. Voilà, bon, bonjour à tous. À toutes, je devrais dire. Oui, l'inégalité des femmes dans le monde de l'enseignement supérieur et la recherche est effectivement quelque chose que l'on constate. Par exemple, moi je suis la directrice de l'Institut Galilée. L'Institut Galilée existe depuis une quarantaine d'années. Je suis la première femme directrice de cet institut. Donc, et le 10e directrice est la première femme directrice de cet institut. Donc, les choses changent. Au niveau de l'Institut Galilée, qu'est-ce que c'est pour... donc là, vous êtes dans le plus grand amphi de l'Institut, l'amphidé. Qu'est-ce que c'est? C'est la composante sciences dures de l'Université Paris 13. Donc, sciences dures, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mathématiques, informatique, physique et chimie. Et nous avons 1900 étudiants, donc des licences, des masters, 7 mentions de master et des laboratoires de recherche, des thésards bien sûr, qui sont dans nos laboratoires de recherche. Nous avons 7 laboratoires de recherche, donc dans ces domaines-là, hein, mathématiques, physique, chimie et informatique. Qu'est-ce que l'on peut constater? On peut constater, si on regarde un petit peu le nombre de femmes, professeurs des universités ou directrices de recherche dans les laboratoires de l'Institut Galilée, il y en a 16 au total. Donc on peut les compter, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Il y a un colloque qui est organisé en même temps par les matheux et les informaticiens, auquel d'ailleurs je vais aller tout à l'heure, là-bas de l'autre côté de l'Institut Galilée. Donc il y a 16 femmes au total sur 190 enseignants-chercheurs. Alors 190 enseignants-chercheurs permanents, en gros à peu près. Bien entendu, il y a les professeurs, directeurs de recherche, maîtres de conférences et aussi chargés de recherche. À peu près, si on regarde au niveau des hommes, ceux qui représentent les professeurs et les directeurs de recherche, c'est une soixantaine. Donc vous voyez, ça fait 16 femmes sur 60. Donc c'est quand même un pourcentage qui est quand même même pas les 20%. Donc les sciences dures, c'est encore un problème, disons, plus épineux, je dois dire, pour l'égalité homme-femme que l'enseignement supérieur d'une manière générale. Alors bien entendu, il y a des disciplines différentes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Moi, je suis convaincue qu'il faut quand même, voilà, pour qu'il y ait des femmes qui fassent des sciences dures au niveau professeur, directeur de recherche, il faut qu'il y ait des femmes qui s'intéressent aux sciences, déjà. Donc, on a à l'Institut Galilée toute une entreprise, si vous voulez, de sensibilisation des jeunes filles au niveau des lycées. Donc, nous allons dans les lycées présenter nos laboratoires de recherche, présenter nos formations. Et notre école, on a aussi une école d'ingénieurs, j'ai oublié de le dire, la directrice de l'école d'ingénieurs n'est pas là, donc personne ne m'en voudra, vous ne répéterez pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé un petit peu, à l'heure actuelle, au niveau de notre école d'ingénieurs, nous avons 30,8% de filles, donc vous voyez, plus que ce que l'on a au niveau professeur et directrice de recherche à Galilée. Et sur les masters, 33% de filles, un tiers. Donc on a à peu près doublé en pourcentage par rapport à ce qu'on a. Donc on peut penser que dans quelques années, ce pourcentage qui est déjà plus gros à la base, automatiquement il va être plus gros à la fin. Donc c'est vraiment quelque chose, un point sur lequel on fait très attention, puisqu'on est convaincu que c'est comme ça que les problèmes vont se régler. Donc pour dire que deux, trois choses en plus, dans les sciences dures, il y a quelque chose qui est encore, disons, plus difficile pour l'égalité homme-femme, c'est les mathématiques. Et les mathématiques fondamentales, dites mathématiques pures.
comme vous le savez, il y a eu la première médaille Fields l'année dernière qui a été décernée à une femme, une jeune Iranienne de 28 ans qui fait de la topologie. La médaille Fields existe depuis l'année 1936 et donc nous avons dû attendre 2014 pour avoir une femme médaille Fields. Donc ça a été un événement dans la communauté mathématique. Et les mathématiques pures sont quelque chose d'assez peu, disons, suivi par les jeunes filles. Et il faut savoir qu'on a même été obligé, dans les comités de sélection pour les recrutements de professeurs, d'abaisser le pourcentage de parité de 40% à 17% dans la section 25 du CNU. Voilà, vu le peu de femmes qui seront professeurs et IDR en mathématiques. Alors je voudrais dire que je suis, comme Elisabeth, très contente que ce colloque est là. Et sur la magnifique affiche du colloque, nous avons 3 magnifiques chercheuses de l'Institut Galilée, qui sont Alix, qui est ici, Alix Jiquel, en gros, là, vous la voyez en gros, la photo est absolument magnifique. Adeline Nazarenko, qui doit faire plutôt de l'informatique à côté, là-bas. Adeline Nazarenko. Brigitte Bacroix, qui est une directrice de recherche en sciences des matériaux. Et puis nous avons aussi un peu, alors bon, elle dépend de l'UFR de lettres, je sais, Patricia Ettoré, mais son laboratoire, le LEC, nous est très cher et est situé à l'Institut Galilée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc je n'ai pas fait plus que 5 minutes, je pense. Je laisse la place, non, personne qui a la parole, aux personnes qui ont ouvert la voie. Je suis Ariane Desportes, ancienne directrice de l'UFR LSHS et semble-t-il première directrice également. Donc je ne vais pas parler du présent comme Françoise Dibos, mais je vais rappeler quelques éléments du passé. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Pascale Molinier, puisqu'elle fait partie de celles et ceux qui portent ce colloque, les femmes dans le monde académique, et qui, je crois, recouvre un manque et qui nous donne des informations que nous n'avions pas jusqu'à ce jour. J'ajoute aussi que c'est Pascale Molinier qui m'a fait découvrir que j'avais été la première directrice de l'UFR LSHS, car j'avoue que je n'y avais pas du tout pensé. Donc les quelques mots que je vais vous dire seront sur le thème suivant. Comment je suis devenue la première directrice de l'UFR LSHS, ou comment, plutôt, j'ai compris que j'étais une directrice et pas un directeur. C'était il y a plus de 15 ans, et donc nous voilà revenus pas mal d'années en arrière. Je tiens à préciser que je n'ai pas du tout candidaté parce que j'étais une femme, et je n'ai pas non plus candidaté bien que femme. Et si vous allez d'ailleurs dans le couloir A de l'UFR LSHS, où se trouve l'administration, vous verrez qu'il y a un bureau qui porte une plaque « Directeur de l'UFR ». Je tiens tout de suite à exonérer Michel Moulin, aujourd'hui directeur, de tout soupçon. Non, il n'a pas fait changer la plaque pour qu'enfin le genre grammatical coïncide avec le référent. C'est que pendant 13 ans, le directeur était une femme. Moi, et puis, dans le temps, ensuite, Elisabeth Belmas. Cette plaque a toujours été là, je ne sais pas si elle sera changée au gré des années. Ma candidature fut tout à fait contingente, car c'était un homme, un collègue homme, qui devait se présenter. Mais après avoir eu un comportement, disons pour dire les choses de façon euphémistique, publiquement problématique avec le président d'alors, plusieurs collègues ont pensé qu'il s'était exclu de lui-même. Et donc qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui candidate. Et c'est la veille de l'élection qu'après une discussion avec Marie-Josée Michel, on se demandait qui de nous deux allait candidater, j'ai décidé de sauter le pas. Je voyais dans la fonction une gageure et une sorte d'affrontement avec la sémantique administrative. Eh bien, c'est là que je me trompais complètement, car ce n'est pas un problème si essentiel que cela, que l'on peut dominer. Mais il me faut revenir à ce masculin qui m'a ramené à mon être féminin. Une fois élue, j'ai entamé des visites de courtoisie. Ayant rencontré au cours de l'une d'elles un responsable de service technique,
Je me suis entendu dire en préambule, tout cela dans un contexte fort sympathique, vous êtes une fille, donc vous n'êtes pas gestionnaire. Toutefois, à la fin de l'entretien, l'allocutif a changé. J'ai eu droit à un au revoir madame. Et j'ai pensé que j'avais marqué un point, quel qu'il soit. Deuxième preuve de ma féminité directoriale. Un collègue et ami, dans une conversation, lâcha « Maintenant, les femmes deviennent directrices du FR parce que la fonction est moins brillante qu'autrefois. » Donc je venais de comprendre que j'étais pas gestionnaire, que j'étais moins brillante que ces messieurs. Et enfin, le troisième homme, si je puis dire, disait, prenant des airs faussement apeurés, « Cet UFR est un lieu de pouvoir des femmes. » Et il faisait celui qui a peur. Donc, je l'ai toujours rassuré de ce point de vue, en lui disant qu'aucun vagin denté ne l'attendait au carrefour des couloirs de l'UFR. Ayant bien compris, grâce à ces voix masculines, et je les remercie, que j'étais une directrice, donc j'ai travaillé en équipe aussi avec quelques hommes, il n'y a pas eu d'ostracisation, et avec beaucoup plus de femmes, enseignants-chercheurs ou personnel bientos. Je ne l'ai pas cherché parce qu'elles étaient femmes, il se trouve qu'elles cherchaient à s'investir et que leurs compétences étaient indiscutables. Donc voilà comment je suis devenue d'IFR, directrice du FR, que j'ai compris que j'étais une directrice. Donc, et puis j'ai découvert que ce poste, en fait aussi que l'on soit femme ou homme, exige beaucoup en termes d'affrontement, de recherche de solutions du point de vue relationnel, car les universitaires ne dédaignent jamais les conflits, que la sémantique administrative que je craignais n'était pas un obstacle second, et que, en fait, l'essentiel est de travailler en équipe. Là, c'était plutôt des femmes, une dominante de femmes, et aussi avec quelques hommes, car ma philosophie était la suivante, j'ai toujours pensé qu'on était plus intelligent à plusieurs que toute seule ou tout seul. Voilà. Donc, Jacqueline Vozeille, première vice-présidente du conseil scientifique de Paris 13, et comme Ariane, c'est en recevant le programme que j'ai découvert que j'avais été la première vice-présidente. Je ne m'étais jamais posé la question. Et donc, comment j'ai été élue vice-présidente, je pense que c'est un concours de circonstances, je ne reviendrai pas là-dessus, mais ce que je peux dire, c'est que je n'ai jamais, ni dans ma carrière, ni dans mes fonctions, ressenti le fait que j'étais une femme comme un handicap, ni comme un avantage. Pourtant, je suis mathématicienne pure, au départ, puis j'ai effectué de la recherche en logique mathématique. J'ai souvent été seule femme, donc je confirme qu'il y a peu de femmes en mathématiques pure. Et ensuite, je suis devenue professeure en informatique parce que la logique, en fait, c'est la base théorique de l'informatique. Donc, j'ai eu un poste à Paris 13 en informatique. Et là aussi, j'ai été, justement, en réfléchissant, la première directrice du laboratoire d'informatique à l'Institut Galilée. Mais il n'y avait eu que 2 directeurs avant moi, il n'y en avait pas eu 10. Voilà, donc ça s'est fait assez naturellement. Il y avait 3 équipes. À tour de rôle, nous avons été directeurs du laboratoire. Et le premier directeur était là avant moi, et c'est lui qui avait créé le laboratoire. Donc je pense que ça s'est fait très naturellement. À l'époque, il y avait à l'Institut Galilée, je ne sais plus, je dirais 6 laboratoires, mais 3 des laboratoires étaient dirigés par des femmes. Alix Giguel, dont vous a parlé, Brigitte Bacroix et moi-même. Et je ne crois pas que nous ayons eu des difficultés à l'époque pour faire entendre nos voix. Voilà. Pas spécialement. En tout cas, à l'Institut Galilée, on était à parité. Il faut dire aussi que les autres directeurs de laboratoire, on s'entendait bien et ça se passait bien. Donc, en tant que vice-présidente du conseil scientifique, j'ai, sur la suggestion d'Ariane, monté un bureau
Et je n'ai pas fait du tout attention à la parité, comme dans tous les comités que j'ai montés. Par la suite, j'ai pensé compétence et non pas parité. Or, en comptant aujourd'hui combien il y avait de femmes dans ce bureau, il y en avait 6 sur 8. Il y avait donc 2 hommes. Et le bureau a très bien fonctionné. Il y avait aussi Elisabeth dans ce bureau. Et donc, nous sommes 4 femmes du bureau, là, présentes. Et autant que je me souvienne, tout a bien fonctionné. Nous n'avons eu aucune difficulté pour faire passer nos décisions en conseil scientifique, pour qu'elles soient adoptées. J'ai été réélue directrice du laboratoire sans difficulté. Je me rappelle que c'était l'unanimité, avec une abstention. Donc, je n'ai jamais ressenti de difficulté à ce niveau-là. J'ai continué à l'unité support de l'ANR avec Alix. Là aussi, tout s'est bien passé, pas de problème. Et après, j'ai eu des fonctions au ministère, puis à l'AERES. Je continue encore, bien que je sois retraitée à l'AERES. Il y a des équipes mixtes, souvent plus d'hommes que de femmes, c'est vrai. Je monte des comités. J'essaye aussi toujours de m'appuyer sur les compétences. Voilà ce que je dis. Merci. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir invitée parce que j'ai travaillé à Paris 13 pendant 10 ans. Mais ma carrière, donc je vous dis mon nom, Martine Raphaël. Je suis médecin, hématologiste. Et ma carrière s'est déroulée d'abord à Paris 6, puisque j'étais à la Pitié-Salpêtrière, puis ici pendant 10 ans à Paris 13 et à SMBH. Et j'ai terminé ma carrière à Paris Sud et au CHU Bicêtre. Je dois dire que tout au long de cette carrière, et la particularité de la carrière médicale est d'avoir une double formation si nous souhaitons avoir une vie académique. Alors pour débuter cette carrière, il ne faut pas rater la double formation, c'est-à-dire qu'il faut absolument, parallèlement à la thèse de médecine, faire le cursus scientifique, DEA à l'époque, DERBH, puis thèse de sciences. Et je dois dire que dans mon début de carrière, j'ai dû avoir un esprit très observateur, parce que c'était les patrons de médecine encourageaient nos collègues masculins à faire cette double formation, moins les femmes. Donc, de par cet esprit d'observation, j'ai un petit peu talonné mon patron pour pouvoir faire cette double formation et pouvoir accéder ensuite à une formation académique, du moins à des postes académiques, et avoir le dossier suffisant pour passer devant la Commission nationale universitaire. Tout au long de mon déroulement de carrière, je suis dans la même situation que celle d'Ariane et de Jacqueline. Je n'ai pas ressenti le poids, disons, de mon sexe, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de difficulté en tant que femme d'accéder à des postes de responsabilité. Là aussi, j'ai découvert que j'avais été la première vice-présidente de la commission recherche de SMBH et j'en suis très fière et je remercie aussi la confiance qui m'a été faite par un homme, c'est-à-dire Dominique Bladier, qui était à l'époque doyen de SMBH et qui m'a demandé d'occuper cette fonction. En ce qui concerne les différents groupes de travail et l'aspect international de ma carrière, là aussi, je n'ai pas ressenti le poids d'être une femme. Ce que j'ai ressenti, au contraire, c'est la nécessité d'être particulièrement compétent, incisif, et surtout dans une vie internationale et dans des conférences internationales que l'on peut faire. De même, dans les groupes de travail qui ont été créés, dont certains ont été présidés par moi, je n'ai jamais ressenti la moindre discrimination. Je voudrais quand même terminer sur le fait que ça n'est pas si idyllique que ça, parce que vous êtes tous au courant de la féminisation de la médecine. On a de plus en plus de femmes médecins. En revanche, lorsqu'on participe à des conseils, lorsqu'on participe à des instances décisionnelles, le pourcentage de femmes reste encore faible. Alors pourquoi ?
sans doute pas lié à la compétence, mais peut-être à un aspect très incisif, vouloir absolument participer à des aspects décisionnels de notre métier. Et je crois que ça, c'est important. Je crois que ces journées sont très importantes pour inciter les femmes à prendre de telles fonctions et qui leur permettent d'avoir un rôle important dans le monde académique. Merci. Ajouter une précision, nous nous sommes rencontrés au conseil scientifique de cette université et nous n'étions que 3 femmes professeurs. Donc nous étions une minorité, mais à nous 3, nous couvrions les sciences dures, la médecine et les lettres, donc ça n'était pas si mal que ça.